Bonjour, je pense qu'on est là, je pense qu'on est en direct. Puis je vois quatre spectateurs, spectatrices. Ce sont tous des gens que je connais, puis ce sont tous des francophones. Fait que c'est une bonne nouvelle pour nous, David. Ça ne sera pas nécessaire de basculer entre le français et l'anglais trop souvent, à moins que nos amis anglophones se joignent à nous euh, Parfait. pendant la rencontre. Euh, J'aimerais peut-être commencer d'abord par remercier le festival littéraire Wordstock qui est à sa septième édition, puis qui a toujours ce souci d'être un festival bilingue puis de faire une place pour la communauté francophone, alors que la communauté francophone a aussi son festival littéraire, le Salon du livre du Grand Sudbury. En effet, cette rencontre aujourd'hui est coordonnée et présentée en collaboration entre ces deux organismes, donc Wordstock Literary Festival et le Salon du livre du Grand Sudbury. C'est eux qui font en sorte que notre rencontre aujourd'hui soit possible. On les remercie. Puis Absolument. j'aimerais, Vive le partenariat. Je joins ma voix à la tienne pour les remercier. excellent. Puis j'aimerais aussi prendre le temps de reconnaître le fait que le festival est organisé sur le territoire traditionnel de l'Atikameksheng Anishinaabeg. Moi aussi, je suis sur ce territoire en ce moment. Puis on remercie tous les commanditaires, tous les partenaires du festival qui a commencé hier, puis ça semble aller très bien pour l'instant. Puis ceux qui sont là, les spectateurs, on ne voit pas vos beaux visages, mais je pense qu'il y a moyen pour vous de nous envoyer des questions, puis de participer comme ça à la rencontre. Donc, on vous invite à le faire. Puis, bon, j'ai le plaisir d'accueillir David Goudreau qui se joint à nous à partir de son studio d'écriture, son bureau, sa Bureau, tanière. Vous ma êtes réserve de théière. Il y a ma réserve réserve de de théière théière. d'un côté, ma dactylo de l'autre. Donc, on est vraiment dans le bureau de création. On pourrait pas être. Je suis même en position là, de créer. Faut que je me concentre pour demeurer en mode entrevue avec toi parce que je pourrais, en moins de 2 minutes, ouvrir un de mes projets et me mettre sur un roman ou un recueil. Je suis vraiment à mon bureau. C'est d'ailleurs particulier cette facette des Zooms maintenant. On a l'impression qu'on visite notre intimité davantage que lorsqu'on doit se dévoiler en public dans un salon du livre sur une scène. Le rapport est très différent. Parce qu'on est toujours dans la même salle. Ça fait qu'il y a toutes les facettes de notre personnalité, de notre travail qui doivent cohabiter dans la même chambre, dans le même écran, dans la même petite boîte, dans la même petite case. Euh, je vais prendre un petit moment pour vous présenter David Goudreau pour ceux qui peut-être connaissent moins votre travail. Comme je vais l'avouer, ça a été le cas pour moi il y a environ 2 semaines et demie quand on m'a invité à animer cette rencontre. Mais je suis très reconnaissant de cette opportunité. Puis moi, je me donne déjà la, 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 la tâche euh, que j'accueille favorablement de lire cette œuvre. Puis quelle œuvre! En dedans de 10 ans, c'est remarquable ce que vous avez produit, David Goudreau. Vous avez eu toute une décennie. Euh, En 2011, vous avez été le premier Québécois, le premier poète québécois à remporter la Coupe du monde de poésie à Paris. Puis je Et, me... Oui, et je tiens à préciser que le premier Québécois a gagné la Coupe du monde en 2011, mais l'année précédente, c'est un Canadien, Yann Kétékou, qui avait gagné la Coupe du monde. C'est une des particularités de la Coupe du monde de poésie d'avoir des représentants et du Québec et du Canada. ben, il y a plus de place pour tout le monde, c'est génial. Puis depuis ce temps-là, mais on vous avait fait paraître dans les derniers 10 ans ou à peu près 4 recueils de poésie.
3 albums de slam, de poésie slam avec accompagnement musical. Il y a un 4e album qui arrive bientôt, qui arrivera sous peu, au mois de Le 4 décembre. décembre, ouais, le 4 décembre. Puis c'est vraiment le plus gros projet que j'ai fait en studio là, à ce jour. Les trois autres albums, les deux premiers albums, c'était plus des projets indépendants, puis c'était beaucoup de l'exploration. Il y a eu un troisième album avec une maison de disques, mais ça a été une expérience absolument désastreuse avec tout ce que ça comporte de traditionnel, insatisfaction de l'artiste. Et là, je voulais vraiment pouvoir mettre le meilleur de moi-même sur un album, travailler en collaboration, entre autres, avec Manu Militari, qui réalise avec moi. Il y a Louis-Jean Cormier qui est sur l'album, Florence K, Luce Dufault. On a vraiment une belle gang qui s'est mis ensemble autour de ce projet-là qui me tenait en cœur depuis des années. Donc, c'est le 4 décembre que ça arrive, puis c'est mon gros projet là, de 2020. Mhm. Donc, ça va faire 4 albums de poésie slam en dedans de presque 10 ans. On a Ouais. mentionné les 4 recueils de poésie. Euh, on est à 4 romans parce qu'il y a eu la trilogie de la Bête. Donc, 3 romans qui sont maintenant disponibles dans une tome intégrale, la Bête intégrale. Et puis plus récemment, très récemment, Ta mort à moi. Tous ces romans publiés chez Stankey. Euh, Puis vous avez trouvé le temps de faire 2 spectacles de théâtre dans cette Ah, décennie ben, aussi? ça, c'est autre chose. En fait, j'ai coécrit une pièce avec le Théâtre du Double Signe à Sherbrooke. Donc, on était deux à travailler sur le texte. Ça a été joué une douzaine de fois. C'est une très bonne pièce, je pense. J'espère qu'elle va revivre autrement ailleurs. Puis l'autre spectacle, c'est plutôt un spectacle solo, c'est moi en scène. J'avais fait des projets avec des musiciens, puis finalement, j'étais plus efficace en solo quand je faisais mes textes à cappella ou que je racontais des anecdotes entre les chansons. Donc, ça a donné finalement une espèce de conférence qui est devenue un spectacle. Puis je me suis promené avec ça. Ça a été une belle surprise. Ça a été la grosse surprise des dernières années. On a fait 200 dates avec ce spectacle-là. Je me suis promené pas mal. Je suis allé à Ottawa d'ailleurs, à Gatineau, partout au Québec. Je me suis rendu jusqu'à Natashquan, en France. Donc, ça a été vraiment une belle surprise, mais c'est plus un projet de stand-up, finalement, avec de la poésie. Je mélange humour et poésie. Puis, effectivement, j'écrivais les romans dans les loges. Ça me fait toujours une drôle d'impression quand on nomme comme ça la production artistique des dernières années. C'est vrai que c'est beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs projets là-dedans qui mijotaient depuis une dizaine d'années en arrière. Donc, ça a déboulé dans les dernières années, mais il y a plusieurs projets que je menais un peu, pas en dilettante, mais sans jamais mener à terme. Ça s'accumulait, les notes et tout. Puis finalement, ben là, tout arrive un peu en même temps. Mais voilà, j'ai quasiment envie de me défendre quand on me dit ça. Ben, parce que, David, un des thèmes qu'on nous a proposé pour notre Ouais, rencontre aujourd'hui, c'est l'importance ou la façon que vous abordez la santé mentale dans votre travail. Et ouais. puis, j'ai, j'ai envie de sauter à cette question tout de suite parce que euh, comment est-ce qu'on fait pour être aussi prolifique, aussi productif, mais réussir à avoir un bon équilibre, un sain équilibre entre le travail puis la vie personnelle, le fameux work-life balance, comme on dit Ah, mais en. je n'ai pas un bon équilibre. Pauvre toi, j'ai aucune réponse à ça. J'ai pas un bon équilibre. Non, non, je déconne un peu. Je pense que j'ai un équilibre qui est pas trop mauvais, mais c'est quand même un combat de tous les jours. Moi, je suis quelqu'un de plutôt anxieux, puis probablement que il y a quelque chose dans le travail aussi qui me permet de gérer ça, d'exprimer mes tensions, d'avoir quelque chose qui m'occupe. Faut savoir, moi, ça fait 12 ans que j'ai arrêté de consommer. J'ai des problèmes de consommation, tous les clichés là, du poète maudit, aviné, tout ce que vous voulez. J'étais là-dedans il y a une douzaine d'années. Puis là, je consomme plus du tout, mais j'ai Mais sauf pour l'impression. le thé, je vois les théières derrière vous. Exact, sauf le Ouais. thé. Mais il y a une espèce d'intensité, je pense, qui était vraiment intrinsèque à ma personnalité, qui était vraiment à l'intérieur de moi, que finalement, c'est un peu transposé
dans la production littéraire, dans l'écriture. Je suis aussi quelqu'un de plutôt enthousiaste, donc c'est pas que je dis jamais non, mais je dis souvent oui. Donc, Hmm. on me propose des projets, il y a des amis qui veulent collaborer et ça devient effectivement délicat de maintenir un équilibre là-dedans, je te l'accorde. Parfois, faut que je me ramène. J'apprends à dire non. C'est une de mes tâches de vie en ce moment. Mais je pense qu'il y a une question aussi de libido là-dedans. Puis pas au sens strictement sexuel comme on l'entend aujourd'hui, mais comme les psychanalystes à la base le développaient. C'est une espèce d'appétit, c'est une énergie. Je suis à un moment particulier de ma vie, donc où non seulement j'ai mis la consommation de côté, mais je sens cet appel-là, j'ai l'impression d'avoir des choses à dire, j'ai envie d'écrire. Donc, c'est vraiment par élan plutôt naturel. Puis si je peux me permettre un clin d'œil, il y a la revue Libération qui, plusieurs années, avait demandé à plusieurs, je pense, 200 auteurs, 200 écrivains, écrivaines, pourquoi écrivez-vous? C'était la question qu'ils ont envoyée à des centaines d'écrivains. Pourquoi écrivez-vous? Puis évidemment, bon, ben, il y avait Roland Barthes qui partait sur des grands principes philosophiques, il y en a qui verraient ça un peu en humour et tout ça. Et moi, ma réponse préférée, c'était Paul Celan, qui, à la réponse «Pourquoi écrivez-vous?» disait «Je n'écris pas tant que ça, vos reproches ne me concernent pas». Je trouve ça parfait. Et il écrivait beaucoup d'ailleurs. Mais je sais que parfois, sans que ce soit nécessairement mal vu, il peut y avoir une espèce de préjugé quand on est un peu un touche-à-tout comme moi, ou je pense aussi à mon collègue Simon Boulris, même Kim Thuy, qui a touché à plusieurs choses. Donc, il y a cette espèce de regard parfois qui est porté, qui peut presque être condescendant, de dire, ben, ton énergie, tu devrais la canaliser, ou tu devrais travailler à un chef-d'œuvre ou écrit, travaille sur le même livre pendant 3, 4 ans, il va être meilleur. Mais la réalité, pour plusieurs, en tout cas c'est la mienne, c'est qu'il y a toujours plusieurs projets en chantier, puis il y a une espèce de côté un peu obsessif quand on est vraiment dans la création. Jean-Paul Daou, d'ailleurs, qui disait c'est pas toujours rose d'être écrivain parce qu'il y a une obsession là-dedans qui peut même devenir pénible par moment. Je suis beaucoup dans mon véhicule pour les spectacles, les rencontres et tout. Puis je suis toujours en train de réfléchir, de prendre des notes sur mon dictaphone. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est exigeant, l'écriture, mais qui en même temps est au cœur de mes plaisirs terrestres. Il y a pas grand-chose qui me convient et qui me plaît autant que de m'asseoir pour écrire, pour travailler. Ça peut me prendre 8 heures pour arriver à la phrase que je veux. Parfois, j'y arrive pas, mais le geste d'écrire, ce que ça fait vivre en moi, j'ai de la difficulté à m'en passer. On peut y voir une forme de transfert de dépendance aussi, mais oui, je produis beaucoup, mais je ne publie pas tout ce que j'écris et je retravaille beaucoup mes écrits. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que un des compliments qu'on m'a fait par rapport particulièrement au roman, c'est que c'était très ciselé, qu'on sentait qu'il y avait un travail de réécriture derrière. Donc, oui, il y en a beaucoup, mais je prends le temps quand même de mener mes projets à terme au meilleur de mes capacités. Le mot qui me vient à l'esprit, David, c'est vocation, parce que je pense que vous vivez le métier d'écrivain, d'auteur comme une vocation. Voilà un peu peut-être un mot secret pour pallier à la critique de déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Euh, puis, ça a été le cas pour votre vie antérieure aussi, parce que vous étiez travailleur social. D'ailleurs, c'est là-dedans que vous avez étudié, puis vous avez été travailleur social. Vous travaillez auprès des populations à risque. Vous avez été intervenant auprès des gens qui passaient des moments très difficiles dans leur vie. Ça aussi, j'imagine, ça occupe 100% de notre énergie. On est vraiment investi. C'est c'est- c'est une carrière, mais c'est surtout une vocation, je dirais. Euh, puis je vous pose la question, à quel moment est-ce que le travail social puis l'écriture, c'était deux
deux sphères différentes qui vous appelaient en même temps. Puis pouvez-vous me parler un peu de la façon que vous vous êtes lancé dans ce monde-là, d'abord du travail social, pour Mhm. finalement aboutir dans le grand privilège que vous avez aujourd'hui de vivre de votre plume? Ouais. Ben, c'est une question super pertinente parce que on a souvent l'impression que je suis un travailleur social qui s'est mis à l'écriture, alors que le plan A, c'était l'écriture. C'est le travail social qui est le détour. Moi, assez jeune, même dans mon spectacle, je lis un extrait de roman que j'ai écrit à 8 ans, puis c'est très, très drôle et particulier, mais enfant déjà, j'étais passionné de lecture. Rapidement, je me suis dit que je voulais devenir écrivain. À l'adolescence, c'était aussi ça le projet sous diverses formes. À un moment donné, c'était comme parolier, comme rappeur. Je me suis mis à écrire des nouvelles littéraires, je me suis intéressé à la poésie. Donc, j'ai toujours été en grand appétit de découverte au niveau de la littérature. Et ce qui s'est passé finalement, c'est qu'au moment de poursuivre mes études postsecondaires, euh, l'appel des études en littérature était là, mais j'avais l'impression que ça me mènerait pas directement à la création comme je l'entendais, de un, et de deux, j'avais l'impression que mon appétit de lecture pouvait pallier en partie aux choses que je n'apprendrais pas en m'assoyant en classe et euh, que je pouvais choisir une carrière qui allait m'inspirer davantage, qui allait me nourrir, qui allait m'exposer à des histoires qui me serviraient éventuellement. Puis c'est ce qui s'est passé. Donc, au début, je l'allais en anthropologie. Finalement, ça n'a pas passé au conseil familial du tout. On m'encourageait à aller sur le terrain. Donc, travail social, c'était un bel entre-deux entre la littérature et l'anthropologie. Donc, de rencontrer des humains en détresse à des moments particuliers de leur vie, Mhm. qui sont dans des moments de résilience ou pas du tout. Donc, rencontrer autant des tragédies que des histoires magnifiques. Euh, donc, je suis allé étudier en travail social et je me suis un peu pris au jeu parce que j'ai adoré ça. Puis effectivement, on le nommait, c'est une vocation. Donc là, j'ai travaillé en prévention du suicide. C'était très prenant, mais en même temps très valorisant. Puis il y avait quelque chose d'important dans la mission de l'organisme. Donc j'étais à temps plein là-dedans, mais toujours avec les projets de livres qui mijotaient. Je participais à des petites soirées de poésie déjà. J'écrivais dans mon coin, j'accumulais des notes et les projets tranquillement s'accumulaient. Le premier roman prenait forme, mais ça a été un travail de longue haleine au niveau de l'inspiration. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis, je crois, de relever un peu le défi littéraire que je m'étais lancé, c'est-à-dire de faire 3 romans en 3 ans, donc de publier la trilogie, écrire un roman par année, puis vraiment garder le souffle à travers les 3 romans, puis arriver au bout de ça. Mais je pense que c'est beaucoup parce que pendant que j'étais intervenant en prévention suicide auprès des victimes d'actes criminels, je prenais des notes mentalement, mais aussi carrément, je notais des choses, toujours en respectant la confidentialité, mais en m'inspirant de ce que je voyais, en m'inspirant de l'ambiance, des dynamiques familiales, des parcours de vie très particuliers de certaines personnes, puis avec cette intention un jour de m'en servir d'un point de vue littéraire. Puis ce qui est arrivé, c'est que rendu à 34 ans, je participais à des soirées de poésie, j'avais fait un peu mon chemin à travers les soirées de slam et tout, mais là, je sentais qu'il fallait passer à la vitesse supérieure, publier, et je me suis vraiment, j'ai rapaillé mon énergie, j'ai publié un premier recueil, le roman mijotait, je me suis lancé dans le roman, puis à partir de là, ça a déboulé très vite, puis tu nommais que j'ai la chance de vivre de ma plume, c'est extrêmement vrai, j'en suis très, très conscient. C'est une chance de rencontrer son lectorat. C'est exceptionnel parce que c'est difficile. Il y a beaucoup d'appelés pour peu de lus. Je sais pas ce qu'il y en a pour le Canada, mais au Québec, on considère qu'à 3000 copies vendues, t'es best-seller. Hein. Donc, meilleur vendeur à 3000 copies vendues, ça te fait des revenus de 6 ou 7 000 $. Ça n'a aucun sens. T'sais. Et moi, j'ai la chance, on en a vendu beaucoup de livres, donc c'est correct, mais je suis conscient que la réalité pour la plupart des écrivains, c'est difficile. Et non pas seulement d'un point de vue des ventes, mais d'un point de vue des rencontres. C'est sûr qu'on veut
un lectorat de qualité avant d'avoir un lectorat de quantité. Mais pour avoir un lectorat de qualité, encore faut-il que ces lecteurs-là aient accès à notre œuvre, qu'ils rencontrent nos livres. Et ça, c'est un défi, c'est difficile. Puis même, tu sais, si je prends l'exemple avec le Canada anglais, justement, mes romans sont traduits chez Book Hog, qui est une super maison d'édition. J'ai une très, très bonne relation avec eux. La traductrice Juliette Sutcliffe, je l'adore. On fait vraiment un beau travail ensemble. Et il y a eu un bon accueil critique, mais c'est difficile. Le marché canadien-anglais est assez imperméable d'une certaine façon aux livres québécois. Donc, euh, on peut avoir un grand succès au Québec qui ne se traduira pas nécessairement en succès au Canada. Puis, la réalité est encore plus cruelle avec la France parce que là, on est extrêmement perméable, nous, comme marché, aux livres français. Puis au Québec, on publie quand même à 6500 livres originaux à chaque année. Ces 6500 livres-là, il y en a des milliers qui vont se noyer parmi les autres et parmi les milliers de livres français qui vont débarquer parce qu'on veut les lire, les Emmanuel Carrère, les Houellebecq, les Virginie Despentes et tout ça. Puis pendant qu'on lit ces livres-là, ben, on n'est pas en train de s'intéresser à la littérature québécoise ou canadienne. Donc, il y a aussi cette réalité de marché-là. Alors, quand on a la chance de rencontrer son lectorat, il faut le reconnaître. Il y a une question de timing, il y a une question d'équipe, il y a une question de chance aussi, il y a une question de talent, c'est sûr, mais il y a aussi un privilège qui est là parce qu'il y a de super bons livres en ce moment sur les tablettes qui, malheureusement, vont se faire pilonner l'année prochaine parce qu'ils rencontreront pas leur lecteur. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'importance d'aller à la rencontre de ton public. C'est un peu plus évident. Je pense au parallèle qu'on peut faire avec la musique. Tu sais. Un groupe de musique aujourd'hui va très rarement vivre des ventes d'albums. C'est en faisant du spectacle qu'on fait, qu'on gagne son pain. Euh, Quand on est poète, on a peut-être plus souvent l'occasion de faire des spectacles, d'aller faire de la route. Des romanciers stars devant le micro qui donnent des spectacles sont très rares. Mais vous avez toujours ce côté spectacle-là qui est comme un as dans votre poche. C'est important pour. Puis là, je m'excuse, c'est mon instinct radio-canadien. Je passe du tutoiement au vouvoiement. Là, j'ai C'est bien de la misère. parfait. Quand j'ai un micro devant la face, On vous voit. On a le OK. micro, on vous voit. Euh, c'est toujours important pour toi d'embarquer sur la scène, David? Absolument. Absolument. Puis ça me manque beaucoup, en fait, là, dans les derniers mois. C'est vraiment cruel pour ça avec la pandémie, mais c'est important, surtout pour je- prendre le pouls du monde. Moi, il y a quelque chose dans l'expérience de scène. Puis, tu sais, c'est pas juste le fait de donner un spectacle, d'être sur scène. Les rencontres en salon du livre combleraient probablement ce besoin-là aussi. Mais je suis quelqu'un d'assez intense, je le disais, puis le côté solitaire, je l'ai très fort. Tu sais, c'est un bonheur de m'enfermer pendant 12 heures avec mon thé puis mes projets. Mais je suis aussi dans un besoin de rencontrer les gens, puis d'avoir le pouls aussi des lecteurs, des lectrices, de discuter, puis pas seulement par rapport à mes livres à moi, mais voir qu'est-ce que les gens lisent, qu'est-ce qui les intéresse, sentir c'est quoi la réalité du terrain, j'ai envie de dire, parce que c'est une relation, la littérature. On l'oublie parce qu'il y a un objet entre nous qui est le livre, mais c'est une relation. Il y a des écrivains qui ont l'appel viscéral, puis qui ont besoin d'écrire, puis qui écriraient, je pense, de toute façon. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration sincère pour les personnes qui préparent leur premier manuscrit, puis qui travaillent sur des briques de 4, 5, 600 pages sans même savoir si ça va être publié. Je vous lève mon chapeau. Mais moi, j'écris pour être lu. C'est clair. Quand j'écris, je sais qu'il y a quelqu'un au bout qui va lire le livre. Puis souvent, d'ailleurs, j'écris à une personne. J'écris au lecteur idéal ou à la lectrice idéale, la personne qui aura sensiblement les mêmes références ou qui aura la curiosité d'aller les chercher. Je taquine le lecteur dans chacun de mes livres
autant dans les recueils de poésie que dans les romans. Je mets plein de références culturelles. Je glisse des personnages qui font référence à d'autres livres. Il y a un jeu dans l'écriture que j'aime beaucoup, puis c'est un jeu qui se joue à deux. Et tant mieux quand le deuxième personnage, finalement, se constitue de 100 000 lecteurs, mais faut s'adresser à une personne, je crois, pour bien écrire. Il faut pas essayer de plaire à tout le monde. Il faut trouver son lecteur ou sa lectrice idéale et s'adresser à cette personne-là. Et tant mieux si ça fait d'air plus large. Mais c'est une relation parce que si je n'avais pas la conviction qu'au moins une personne allait me lire sérieusement, je le ferais pas, j'écrirais pas. Et moi, de mon côté, j'ai besoin aussi d'avoir le retour de cette personne-là. Puis parfois, il y a des gens qui sont étonnés parce qu'ils vont m'écrire un petit commentaire par rapport au roman, puis je vais être curieux, puis je vais les questionner, je vais les relancer pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, comment ils ont perçu la chute, dans le style, qu'est-ce qui leur parlait, parce que ça me nourrit, moi, tu sais, je veux pas trop me laisser influencer, j'ai pas envie d'écrire pour vendre le plus de livres possible, je veux pas non plus faire de l'industriel, mais c'est important, le lecteur, la lectrice, et moi, j'ai envie d'être en relation avec eux. Je suis pas du tout dans ma tour d'ivoire à faire l'œuvre qui me survivra. Là. Tant mieux si ça me survit, mais moi, ici et maintenant, j'ai envie de savoir qui me lit et pourquoi on me lit. Si on parle des thèmes liés à la santé mentale dans ton œuvre, David, je pense que c'est important d'arriver à ce thème-là. Il faut mentionner peut-être que toi, tu es porte-parole pour l'organisme qui s'appelle Mouvement Santé Mentale Québec. Puis, tu avais déjà mentionné dans une entrevue, puis c'est vrai que le travail de cet organisme-là, on est loin de, on n'est pas dans le sensationnalisme, on n'est pas en train de parler de santé mentale comme si ça concerne seulement ceux qui sont en train de vivre des crises vraiment très difficiles. On parle d'une santé mentale à tous et toutes. Il faut s'occuper de notre santé mentale. Puis toi, tu nous donnes peut-être des exercices, tu nous accompagnes, tu nous encourages à faire les exercices nécessaires pour avoir cette santé-là, peut-être des étirements de santé mentale. Je sais pas si L'écriture, j'irais jusque-là, là, le yoga mental, là, ben, l'écriture, c'est un peu ça. Tu sais, quand absolument. la série de vidéos que tu as réalisée avec Mouvement Santé Mentale Québec déconfine tes pensées, c'est un Ouais. peu dans ce mode-là. Mais il y a aussi des personnes dans tes romans qui, clairement, ont d'énormes défis quand ça vient à leur santé mentale. Puis là, je vois aussi comme toute l'expérience que tu as recueillie dans le monde du travail social. Euh, comment approcher cette question épineuse-là sans faire du sensationnalisme, mais faire aussi des romans intéressants, des personnages. euh, Parce que des personnages qui ont une Ah, ben, excellente santé mentale, ce pas nécessairement les personnages les plus intéressants non plus. c'est ça. Le déséquilibre est beaucoup plus, nous interpelle davantage que la personne qui vit très bien son quotidien. Ouais. Mais c'est très intéressant ta façon d'amener la question parce que déjà, moi, j'assume que je suis dans le sensationnalisme dans mes romans. Mes personnages, effectivement, sont troublés, sont en déséquilibre, sont en recherche d'homéostasie, veulent retrouver une santé mentale plus ou moins saine avec des moyens plus ou moins malsains. Mais pour moi, c'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que c'est intéressant à explorer les enjeux de santé mentale en littérature en donnant des exemples extrêmes parce que c'est souvent quand on met une situation à l'extrême qu'on peut voir jusqu'où ça va, puis que les distorsions cognitives apparaissent, puis qu'on peut vraiment provoquer une réaction chez le lecteur, la lectrice. Alors que ce que je fais comme porte-parole pour le mouvement santé mentale, entre autres, effectivement, avec ces épisodes-là des confines tes pensées. D'ailleurs, il y en aura un nouveau ce soir à 19h30, tout de suite après notre rencontre. Il va y avoir un épisode sur la page Facebook du Mouvement Santé Mentale Québec où on lit des poèmes des jeunes de 12 à 25 ans, des poèmes, des extraits de romans, des récits
des nouvelles littéraires. On encourage les jeunes à s'exprimer. Et donc ça, à ce moment-là, on est peut-être plus proche du travail social que du projet littéraire, dans le sens où moi, comme animateur, ce que je favorise, c'est une prise de parole, c'est de s'affirmer, d'apparaître au monde aussi à travers un texte. Donc, la littérature et le travail social se mélangent bien dans ce projet-là. Euh, mais le mouvement Santé mentale Québec, ce qui est intéressant puis qui m'a donné envie de travailler avec eux, c'est effectivement cette espèce de volonté de rendre la santé mentale euh, préoccupante pour tout le monde et pas nécessairement préoccupante d'un point de vue angoissé et oh non, on est menacé par la santé mentale. C'est plutôt de s'en préoccuper parce que ça nous habite, c'est nous, on a tous une santé mentale à préserver ou à améliorer et on a des enjeux de santé mentale comme on a des enjeux de santé physique. C'est-à-dire qu'on peut avoir aucun diagnostic de maladie physique et être en très mauvaise santé physique, là. On a tous des exemples de gens qui ont une très mauvaise hygiène de vie, puis même si au moment où on se parle, ils n'ont pas de diagnostic, ça ne saurait tarder, ou en tout cas, ils ne sont pas nécessairement au meilleur de leur forme. Et c'est un peu la même chose avec la maladie mentale, les problèmes de santé mentale. On a l'impression qu'il faut absolument avoir un diagnostic ou avoir vécu une grosse crise psychotique pour s'en occuper, alors que pas du tout. La plupart des gens vont avoir des épisodes de détresse dans leur vie, des problèmes d'adaptation, vont avoir des périodes justement de plus grande vulnérabilité où la santé mentale va être menacée, va être un enjeu plus ou moins conscient, mais qui va teinter le quotidien. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est soyez attentifs à ça. Il y a des ressources autour de vous, personnelles, des ressources professionnelles, et il y a plein de façons, puis tu y faisais allusion à travers l'écriture, à travers la lecture aussi, c'est des façons de prendre soin de sa santé mentale parce que c'est prouvé, hein, les grands lecteurs sont des humains avec une plus grande compassion pour les autres, une meilleure compréhension de la vie des autres, avec une plus grande ouverture souvent. Et aussi, ça nous permet parfois de nous identifier, de normaliser ce qu'on vit, parfois même de trouver des pistes de solutions. Et l'écriture, ben, évidemment que c'est un exercice d'émancipation, d'apparaître à travers un texte et de se permettre de prendre conscience de ce qu'on vit par les mots. Donc, c'est pas si loin finalement le côté littéraire et le côté travail social. Et à travers mes actions pour le mouvement Santé mentale Québec, ben, ça me permet de réfléchir à ça. Et probablement que dans mes prochains romans, quand il y aura des enjeux au niveau de la santé mentale, probablement que je vais m'en occuper différemment avec cette expérience-là. Même si j'ai déjà travaillé en santé mentale, là, le fait d'être porte-parole, puis de découvrir des textes de plein de gens préoccupés par le sujet de la santé mentale, ben ça me permet moi-même de faire un bout, moi-même de réfléchir à ça. Quand on parle de santé mentale et d'écriture, c'est souvent avec une conscience un peu thérapeutique, comme quoi l'écriture, c'est un moyen où on peut cracher le mauvais. Et puis, tu disais tout à l'heure que tu as toujours été interpellé par l'écriture, que tu as énormément écrit comme adolescent. Moi aussi, j'ai écrit des centaines de très mauvais poèmes quand j'étais adolescent Moi parce que aussi, j'avais parce que j'avais énormément de venin à cracher. Puis aussi, ça, je pense que c'est une étape importante de deux façons pour un auteur. Ses premiers poèmes, c'est les 300 premiers poèmes d'un auteur parce qu'on se débarrasse des clichés. Fait qu'on sort tous les clichés remâchés qu'on a absorbés comme lecteur. On tiraille, on fait la lutte à nos propres démons, on s'affronte, on se découvre dans ces 300 premiers poèmes-là. Puis peut-être qu'on retrouve une certaine, je sais pas, pas un équilibre, mais une zone de confort, une plateforme à partir de laquelle on peut vraiment commencer à faire de l'exploration littéraire. Parce que si on n'a pas fait j'ai choisi ce chiffre-là comme 300. Si on n'a pas fait ces 300 ça poèmes-là, semblait très scientifique comme chiffre. Moi, je te croyais. est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça? Est-ce que tu as l'impression Absolument. qu'il faut vraiment cracher d'abord les clichés, puis aussi d'affronter
démons avant de pouvoir passer à autre chose? Ben, je pense que les démons, il faut les traîner un peu, mais oui, probablement qu'il y a une question par rapport au cliché. Puis je trouve ça intéressant que tu te commettes toi-même et que tu reconnaisses avoir fait cet exercice-là toi-même des 300 premiers poèmes. Ça peut être 3000. Probablement que dans certains cas, comme Nelligan et Rimbaud, c'était plutôt 30. Ils se Mhm. sont rapidement rendus à bon port. Mais j'ai l'impression que on ne s'en débarrasse pas complètement. Tu sais, j'aime beaucoup ton image de dire que c'est à partir de là qui est une plateforme pour aller ailleurs, mais j'ai pas l'impression que la carrière artistique est une belle ligne droite ascendante. Donc, probablement que parfois on revient, on peut appeler à nos vieux démons, ou à des thèmes rabâchés, où il y a des choses qu'on n'a pas dit ou qu'on doit dire, euh, pour passer à autre chose. Moi, j'aime beaucoup Boris Vian, hein, qui disait Tout a été dit 100 fois et beaucoup mieux que par moi. Aussi, quand j'écris ces vers, c'est que cela m'amuse et je vous chie au nez. Donc, il y a une espèce de côté aussi où parfois, il faut écrire juste pour écrire. Tu parlais de cracher le méchant, cracher le mauvais, mais on peut le voir dans deux sens. Ça peut être cracher le mauvais, ce qu'il y a de mauvais en nous, ce qui est difficile, dont on doit se débarrasser, mais aussi ce qu'il y a de mauvais comme idée ou comme formulation, mais qui nous habite, puis qu'il faut sortir d'une ère d'une autre et on passe à autre chose. Il n'y a aucun projet littéraire, je pense, qui aboutit exactement là où on voulait l'envoyer. Et il faut recouper, il faut retravailler. Hein, Hemingway qui disait le premier accessoire d'un écrivain devrait être sa poubelle. Moi, je crois à ça beaucoup parce que même si je produis quantité de textes, j'en jette et j'en jette et j'en retravaille. Euh, Au début, c'était difficile. D'ailleurs, je m'étais fait un fichier où je gardais tout ce que je publiais pas. Finalement, maintenant, le fichier, c'est la poubelle, c'est la corbeille. C'est correct. Faut lâcher prise là-dessus. Mais l'expérience des premiers textes, les premières critiques aussi, parfois, qui peuvent être difficiles, c'est clair que ça nous construit. C'est une base à partir de laquelle travailler et aussi à partir de laquelle apprécier euh, les œuvres des autres. Je vois que tu es bien garni aussi derrière toi. J'ai repéré Le Petit Prince, Metamaus, il y a plein de choses fort C'est surtout de la bande intéressantes. dessinée. Ouais. J'adore, je suis un grand lecteur de bande dessinée. J'adore la bande dessinée, il y a du génie là-dedans, incroyable aussi. Et ben, parfois, il faut avoir essayé d'écrire un strip ou deux pour réaliser à quel point c'est un art, la bande dessinée, puis que c'est difficile. Comme il faut parfois avoir écrit 300 ou 300 poèmes pour se rendre compte que c'est pas donné à tout le monde. Et si on a l'appel, si on a la vocation, ben, faut assumer ou accepter qu'on ne sera peut-être pas aussi bon qu'on voudrait l'être et que nos poèmes ne rejoindront peut-être pas autant de gens qu'on voudrait, mais y aller quand même. Et assumer ce désir-là, ça veut aussi dire pour moi assumer tous les désirs qui viennent avec la littérature. Et c'est justement là où je revendique le droit d'écrire de la poésie, d'écrire des paroles de chansons pour moi ou pour d'autres et d'écrire des romans. Moi, on m'a déjà dit carrément, tu sais, tu perds ton temps à écrire de la poésie, t'en vends à 600 ou 1000 copies, tu fais un roman, t'en vends 30 000, écris des romans, tu sais. Ben, j'en écrirai. J'ai envie d'en écrire d'autres, mais j'ai aussi envie d'écrire des poèmes. Et je lis de la poésie à tous les jours, puis j'ai envie de répondre à ces poèmes-là que je lis, ça me fait vivre des choses, j'ai envie de cette forme-là. Et il faut, faut justement, par l'essai, par la découverte, par l'écriture, se forger effectivement son style, mais aussi forger ses attentes par rapport à soi-même. J'ai l'impression que tu t'amuses beaucoup avec ta plume, David. Je pense que c'est bien important. Donc, c'est une activité ludique, c'est une passion. Mais quand ça vient à la poésie slam, on parle souvent que c'est une forme d'art, d'expression littéraire qui est très engagée. C'est une forme d'expression souvent qui est indissociable de l'activisme pour plusieurs des gens qui pratiquent le slam.
Pour vous, est-ce que c'est toujours important? Est-ce que c'est là que vous sortez votre côté de justice sociale? C'est dans le slam, alors qu'on s'amuse avec les romans, puis c'est plus, on est plus dans le royaume du jeu, de l'improvisation, de la création littéraire, mais le slam, c'est là où on met nos idées, puis on attire le regard vers des gros problèmes d'injustice sociale pour essayer de mener le combat. Comment est-ce que tu vois ça, David? Ben, c'est intéressant, puis ta question est super pertinente parce que je pense que tu dis quelque chose qui est ressenti par beaucoup de gens. Pour le meilleur et pour le pire, il y en a qui vont chercher ça justement dans l'islam, c'est ce qui aiment le côté engagé, le côté social, et il y en a d'autres que ça va rebuter parce qu'ils ont l'impression de se faire la morale ou d'avoir un peu les mêmes thèmes qui reviennent tout le temps. Euh, j'ai l'impression que le slam au Québec et partout où ça s'est développé, parce que c'est encore assez récent là, comme façon de dire la poésie, parce qu'en principe, on n'écrit pas un slam, on écrit un poème et on le slam. Ça a beaucoup évolué, puis j'ai l'impression qu'on est moins dans cette espèce d'automatisme, d'engagement. Par contre, il y a quelque chose au niveau du ton, quand on écrit pour dire un texte qui interpelle différemment et qui forcément va nous amener parfois. Moi, j'ai des textes que j'ai slamés qui sont carrément humoristiques. Parfois, c'est léger. Parfois, c'est engagé. Souvent, c'est engagé, mais il, on dirait que c'est le véhicule qui appelle ça. Monter sur scène tout seul, sans même de musicien pour occuper l'espace avec toi, tout seul avec ton micro, on dirait que ça appelle un besoin d'être frontal, de prendre position. C'est ça. On dirait que c'est comme il faut que tu prennes position. Alors que dans un roman, tu peux te cacher derrière tes personnages. Moi, je considère qu'il y a des côtés très engagés dans mes romans, ne serait-ce que par le contre-exemple de certains personnages. Mais euh, je dirais que c'est facile de tomber dans l'engagement quand on fait de la scène, quand on fait des micros ouverts, quand on fait du slam, quand on fait des spectacles en utilisant la littérature. Et moi, j'essaie de faire attention à ça, d'avoir un équilibre justement au niveau de mes textes. Puis oui, qu'il y ait du politique, mais pas seulement. Tu sais. Et en même temps, il y a une réalité aussi, c'est efficace. Gueuler de la poésie pour des raisons politiques. Je pense à Gérald Godin, qui bien avant que le mot slam existe, slamait des textes. J'ai mal à mon pays. C'était pas loin du spoken word, ça, quand il gueulait ça dans un poème. Puis même au-delà des Martin Luther King, il y a des tribuns qui étaient très près de cette performance-là. Puis peut-être qu'il y a ça aussi dans l'inconscient collectif. On a ce rappel-là de prendre le micro avec force pour revendiquer. Donc ça, c'est une première partie de ma réponse qui est peut-être un peu longue, mais c'est important d'avoir la deuxième partie. Donc ça, c'est une première raison. Et la deuxième, peut-être aussi parce qu'on manque d'espace pour revendiquer, puis que les activistes, les personnes qui ont ça dans l'âme, voient là une belle opportunité de prendre position, puis d'essayer de convaincre les gens autour d'eux de leurs convictions profondes. Parce qu'il n'y en a pas tellement d'espace, même sur les réseaux sociaux, ça dégénère rapidement en argumentation, parfois en chicane et tout. Dans nos familles, c'est pas évident non plus. On n'est pas toujours accueillis quand on débarque avec des grosses idées arrêtées. Alors que sur les micro-vents, les syndicats, en principe, tu as un 3 minutes protégé. Donc, pendant 3 minutes, tu peux essayer d'aller au bout de ton idée, tu peux dire ce que tu penses vraiment, puis essayer de convaincre les gens devant toi. Donc, c'est peut-être ça aussi qui explique la raison pour laquelle on va se retrouver avec des social justice warriors qui montent au micro dès qu'ils le peuvent. Moi, je ne comprends pas comment ce terme-là est devenu. Je le comprends. Je comprends pourquoi le terme est devenu péjoratif dans certains cercles, mais à la base, quand j'ai entendu cette expression-là pour la première fois, j'ai dit, mais pourquoi quelqu'un qui milite pour la justice sociale serait mal vu? Je comprends aussi que il y a on peut on peut critiquer les gens pour avoir des idées convenues, parfois les gens traitent
ce genre de discours-là comme un peu quétaine on a déjà entendu ce discours-là, mais à la base, un guerrier militer pour la justice sociale, moi, je vois ça comme un plus, 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 là, 100%. Effectivement, mais c'est un des beaux paradoxes, puis je trouve ça intéressant comment tu le dis, puis comment tu le vis, parce que il y a quelque chose, tu sais, dans le cliché. Un cliché, souvent, c'est une vérité qui, euh, qui, 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 qui est répétée. Et elle est tellement répétée, parfois elle perd du sens. Il faut trouver des nouvelles façons de le dire, de nouvelles images, de nouvelles métaphores, de nouvelles hyperboles pour faire réagir les gens, leur faire comprendre. Parce que l'injustice d'il y a 100 ans est pas plus acceptable que celle qu'on va vivre aujourd'hui. Donc, il faut qu'on monte au bat des fois, mais c'est là aussi où peut-être on fait la différence entre un guerrier et un poète, c'est-à-dire que le poète va trouver une façon de dire autrement, va trouver une façon de l'amener dans la réflexion, même parfois dans l'humour, dans le jeu, pour faire un petit déclic dans l'auditoire. Alors que le guerrier, ben, il monte sur scène, puis faut pas polluer, faut pas polluer, faut pas polluer. T'as juste envie de t'ouvrir une bouteille d'eau à la fin, tu sais. Donc, Mhm. il faut avoir de ça. D'être moins polarisant, comme à notre époque, on n'a surtout pas besoin de devenir plus polarisé puis de mieux définir l'ennemi. C'est peut-être mieux de trouver des façons de se rassembler. Puis le slam peut faire ça aussi. Oui, absolument, absolument. Il l'a fait, puis il peut le faire encore. Moi, je pense que c'est un mouvement qui est pas au bout de son souffle. Je pense qu'il doit se réinventer. Je pense qu'il doit trouver de nouvelles façons de raisonner, mais il y a quelque chose de merveilleux là-dedans, ne serait-ce que dans la démocratisation de la poésie, dans le donner accès au micro, à- au retentissement de certains textes pour des personnes qui, peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'ont pas le goût, ne publieront pas, ne feront pas découvrir leur texte autrement. Et parfois aussi, ben, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de Marjolaine Beauchamp, de plusieurs slameurs et slameuses qui se sont mis à l'écrit après, ben, c'est une première façon aussi de rencontrer le public, de faire entendre ses textes, de forger son style. Donc, je pense que c'est important. Puis d'ailleurs, j'ai vu que dans le cadre du Woodstock, il y a un événement de slam. Puis bravo, ça c'est génial quand des événements vraiment littéraires font une place au slam parce que c'est aussi une façon de faire de la littérature. C'est une façon différente dans la livraison, mais c'est aussi de la littérature. Euh, David, si j'ai bien compris le déroulement technique de Wordstock, je pense qu'il y a peut-être une autre réunion, une autre conférence qui doit D'accord? commencer en quelques minutes, puis il y a seulement une salle, puis nous, en ce moment, on est dans la salle. Mais je voudrais, Ce j'ai serait pas déjà le vu, mot de la fin. je voudrais passer, inviter les gens, s'ils ont des questions, s'ils savent comment se servir de Zoom. Euh, Chloé Leduc Bélanger qui dit merci, full intéressant. Je dois aller au cinéma anyway. OK, merci beaucoup, Ciao, Chloé. Chloé. Merci. Bonne soirée, bon cinéma. Merci beaucoup, David. J'ai amorcé la lecture de La Bête intégrale. Regardez à quel point c'est une brique, tout le monde. C'est vraiment un pur plaisir, un délice du côté du langage, un souffle comme ça se peut pas. C'est drôle, puis, mais il y a toujours une belle sensibilité tellement humaine dans ce roman. J'ai bien hâte d'arriver au bout, mais je le lis très lentement, je l'avoue. J'ai très hâte. Savoure. Oui, Savoure, Daniel. Prends ton temps. OK. Ben, merci énormément, David, d'avoir pris le temps. On espère peut-être vous accueillir dans la ville du Nickel, dans le nord de J'espère. l'Ontario, lors d'une future édition du Salon du livre du Grand Sudbury ou même encore de Wordstock. Puis peut-être d'autres, peut-être au Salon du livre de Hearst, on ne sait jamais. Oui, en 2022, dit Geneviève Leblanc, on voit d'autres remerciements de la part de nos spectateurs, de nos spectatrices. Donc, c'est bien. Ça a été un plaisir d'avoir cette rencontre, David. Mission accomplie, Daniel. Merci à toi et au plaisir de croiser ta route. Et oui, j'espère venir vous visiter bientôt. Ciao. Bye bye. Bye.